nous avons comme invité aujourd'hui M. Alex Saraf, qui est psychopédagogue au Cégep Saint-Laurent, je crois bien. Et on parlait de ton livre avant la pause. Maintenant, on va plus aller dans le côté enseignement, les jeunes, les adolescents. Et on constate dans ton livre que tu as vraiment la passion pour enseigner la psychologie au Cégep. Qu'est-ce qui t'a amené à enseigner la psychologie? Peux-tu nous raconter un peu ton parcours? Oui, c'est ça, mon parcours, mais en fin de compte, moi, quand j'étais à l'école secondaire comme élève, je voulais enseigner. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. C'est-tu avocat? C'est-tu enseigner? Puis là, je me suis dit, je vais enseigner. Puis je savais pas si je voulais enseigner au niveau primaire, secondaire, cégep, université. Mais quand j'avais pris le cours Introduction à la psychologie, qui s'intitule aujourd'hui Initiation à la psychologie. Je l'avais pris au Cégep de Saint-Laurent. J'étais une ancienne élève du Cégep de Saint-Laurent. Puis j'avais ma professeure, je peux la nommer, France Rainville, que j'ai beaucoup aimé comme professeure. Elle est dynamique. Elle a j'adore sa façon d'enseigner, sa pédagogie. Puis c'était mon modèle, France Rainville, qui m'avait enseigné au Cégep de Saint-Laurent le cours Introduction à la psychologie. Et quand j'ai pris son cours, je me suis dit, je veux être professeur de cégep et je veux enseigner la psychologie parce que c'est le cours que j'ai le plus aimé dans mes cours de cégep. J'ai aimé aussi sociaux, là, en passant, mais j'ai aimé plus psycho. Mais les enseignants, ils nous inspirent beaucoup. Ils nous inspirent, c'est des acteurs sociaux, ce sont des acteurs sociaux, c'était mon modèle. Puis moi, ce que je me suis dit, c'était un rêve qui s'est réalisé, ça c'est un autre rêve, qui s'est réalisé 7 ans après, parce que j'ai commencé à enseigner au Cégep de Saint-Laurent en janvier 2002, ça veut dire quand j'avais 24 ans. Donc ça a pris 7 ans. Puis j'avais fait le stage 1 an avant au Cégep du Vieux-Montréal dans le cours Introduction à la psychologie. Donc, je voulais devenir professeur de cégep. Donc, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise. J'étais en train de terminer ma maîtrise quand j'ai commencé à enseigner au Cégep de Saint-Laurent en 2002. Puis, j'adore enseigner, c'est ma passion. C'est plus ou moins difficile, mais je trouve pas ça facile d'enseigner. Que ce soit au niveau primaire, secondaire, cégep ou université. J'ai lu une étude au niveau de la recherche qui a été faite, au niveau universitaire même, qui disait que enseigner, c'est toujours plutôt difficile, que ce soit au primaire, secondaire, cégep ou université, parce que on vit du stress, par exemple, au travail, de l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion, ça dure pas longtemps, mais le stress, ça dure comme, mettons, 3 mois ou 2 mois. Exemple. Donc, on vit du stress, parfois, parce que nos niveaux, c'est difficile d'enseigner parce que nos niveaux d'interaction sociale est élevé. Parce qu'on a nos collègues de travail, les autres profs, on a les élèves, on a l'administration. Puis c'est pas tout le monde qui est content non plus. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas être aimé par tout le monde. On a 160 étudiants, on a beaucoup d'interactions sociales, il y a beaucoup de préparation de cours aussi, c'est difficile aussi. Tu sais, t'es comme t'es le seul, t'es le professeur. Moi, j'adore enseigner, mais tu sais, t'es là, puis là, t'es 30 étudiants, t'as la correction, t'as la préparation de cours. Il faut que tu sois à jour. Oui. Il faut que tu prennes des formations, il faut que tu lises des livres, il faut que tu lises des recherches. Tu peux pas, parfois, tu n'as pas les réponses, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu te poses même. Moi, parfois, je posais des questions aux gens que je connais qui sont psychologues. C'est quoi la réponse? Qu'est-ce que les psychologues en pensent, etc. Il faut que tu suives des formations, des séminaires, etc. Donc, c'est ça, mais j'adore enseigner, c'est ma passion, c'est tout ce que je voulais faire, en fin de compte. On a un point en commun, j'ai été enseignante au primaire. Ah oui, génial! C'est vrai que tout ce qui entoure l'enseignement, c'est ça qui est ardu, c'est pas d'enseigner. Oui, c'est pas d'enseigner en classe, là. C'est tout ce qui entoure ça qui est difficile. C'est tout ce qui entoure ça, puis c'est ça ce que les gens comprennent pas. Puis quand je parle de la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'est compliqué, mais qu'il faut que les gens comprennent. Seulement d'enseigner en classe, c'est difficile. De la préparation plutôt. Pourquoi on nous met plus du stress puis tout ce qui nous entoure? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Déjà, enseigner, c'est difficile. On a besoin de dealer avec les autres affaires. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Ouais, les réunions, tu regardes, là, c'est assez, là. Ouais, on fait ce qu'on peut, on fait notre possible. On va pas plaire à tout le monde. On peut changer, oui, son comportement, etc. Si ça cause de la souffrance à soi ou à autrui. Tu sais, mais en même temps, on est qui on est, tu sais, puis on est bien, puis
Je pense que, pour être honnête avec toi, la majorité de mes étudiants m'apprécient, ils aiment mon cours. Tu sais, moi, j'ai le chapitre « Ces élèves ados qu'on aime », puis j'ai moi, j'enseigne, mais eux apprécient-ils. Je me suis inspiré du livre qui a été publié en 93 de Michel Saint-Onge. Moi, j'enseigne, mais eux apprennent-ils. Donc, moi, j'ai écrit « Moi, j'enseigne ». J'aime enseigner. Moi, j'ai écrit « J'aime enseigner, mais eux apprécient-ils ». Puis Michel Saint-Onge a écrit « J'aime enseigner, mais eux apprennent-ils ». Tu comprends-tu? Ou lui a écrit « Moi, j'enseigne, mais eux apprécient-ils ». Je sais pas, je me rappelle pas du site exact, là. Donc, je me suis inspiré de ça, puis c'est ça. Mes étudiants m'apprécient de façon générale. C'est ça ce qui est important. C'est difficile aussi, une période à l'adolescence, tu sais. Oui, on va en parler. Vas-y. Mais juste avant, tu as un regard d'enseignant au cégep. Ouais. Si tu avais la possibilité d'être ministre de l'Éducation, ce serait quoi ton premier geste que tu poserais pour améliorer notre système d'éducation? D'après ton expérience, puis qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qu'on a de besoin au Québec? Qu'est-ce qu'on a besoin au Québec? C'est... dans les cégeps, on a besoin de plus de psychologues. Parce qu'on a de la détresse psychologique. Ah oui, tu veux dire comme consultant, là? Oui, parce que c'est pas tous les cégeps qui ont des psychologues. OK. Parfois, il y a des coupures budgétaires, puis il y a des cégeps qui n'ont pas de psychologue. Et on a besoin de plus de psychologues, on a besoin de sexologues. Ah oui, ça, je suis psychologues, sexologues dans chacun des cégeps. C'est ça ce que je mettrais dans chacun des cégeps. Montréal, environ, en banlieue, en région. Un psychologue, un sexologue dans chacun des cégeps. Ouais, mais je dirais au secondaire. Là. Au secondaire? Bon, secondaire, sexologue, psychologue aussi. T'as raison. T'as raison. C'est une très bonne réponse. Effectivement, c'est criant comme besoin. C'est criant comme besoin. Puis ensuite, plus de budget. Puis orthopédagogue, conseiller pédagogique, aide pédagogique individuelle. Plus de ressources, en fin de compte. C'est ça ce qui est important. Puis, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a besoin, effectivement. Ouais, c'est ça. Quand tu étais petit, est-ce que tu étais... quand tu étais enfant, je parle à l'enfant, est-ce que tu avais déjà tendance à observer le comportement des humains? Ou tu étais quelqu'un de très renfermé? Tantôt, tu parlais de ça, que tu étais quelqu'un de plutôt renfermé. Pas renfermé, j'étais plutôt introverti, moi. Ouais. J'étais plutôt introverti, solitaire. Mais j'avais quand j'étais enfant, j'étais un enfant enjoué, une grande joie de vivre. Puis vraiment, là, j'ai comme... Est-ce que j'ai observé les gens? Non, pas nécessairement. Parce que moi, je ne voulais pas être psychologue clinicien. Je ne voulais pas faire de la psychothérapie. Je voulais enseigner au cégep. C'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise en psychopédagogie, qui est une branche de la psychologie, comme la neuropsychologie, comme la psychologie clinique. Tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, je vais pas... j'ai été un étudiant studieux, vraiment modèle. J'ai réussi super bien. J'avais des notes vraiment exceptionnelles, vraiment bonnes. J'avais vraiment des notes bonnes. Puis, c'est ça. Là, j'ai eu une belle enfance. Vraiment, là. OK. On va aborder l'enfance de nos jeunes d'aujourd'hui. L'enfance ou les adolescents? Les adolescents. Oui, les adolescents. Tu sais, les adolescents, ils veulent refaire le monde, hein? Oui. Ils veulent... Puis, ils veulent refaire le monde, mais qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent, les enfants d'aujourd'hui? Est-ce que c'est si différent de nous, à notre époque ou nos parents? Est-ce que c'est différent? Premièrement, les adolescents ont une pensée utopique. Tout est possible. C'est la pensée de Flavel. Flavel, F-L-A-V-E-L, avait dit, ils jouent avec les possibilités. Ils sont taxés sur le possible. Tout est possible. Le monde est devant soi. Avant soi, devant soi, tout est possible. Ils veulent refaire le monde. Ils sont idéalistes, nos adolescents. Ils sont durs envers eux-mêmes, puis ils sont durs envers les autres aussi. Ils veulent un professeur parfait. Ils sont exigeants aussi. Tu dis, c'est quoi la différence entre de nos jours, puis... Ouais. Il y en a-tu une? Premièrement, moi, je vais te parler des générations. Les baby boomers, OK? X, génération X, moi, je suis génération X. Puis la génération X est née entre 1965 et 1980. OK. Je suis X. Après les X, on a les Y. Oui.
Alors, il y a grec mode d'emploi à Canal Vie, là, c'est quelque chose de frappant par la génération X. Puis, maintenant, la génération C, il y en a qui l'appellent génération Z, là. Oui, j'ai ça, t'en parles, la génération C. La génération C, c'est connexion, communication, ils sont avec l'électronique. C'est Facebook, ça existe depuis 2004. On n'avait pas Facebook, nous autres, là. On n'avait pas Twitter, puis on n'avait pas Instagram. On avait la pagette. Donc, cette génération-là, c'est les cégepiens d'aujourd'hui. Les cégepiens ont les gadgets électroniques, cellulaires, Facebook, Twitter. Ils ont tout l'iPhone, l'iPod. Puis c'est tout, je veux, tu sais, comme la chanson de Ariel Moffat. Oui, je veux tout. Je veux tout de suite, maintenant. Ils veulent, puis moi, je trouve aussi que les étudiants ont changé par rapport à la génération C. J'ai l'impression depuis 5 ans, c'est un petit peu plus contestataire. OK. C'est plus rebelle? Plus contestataire. Moi, je pense que comme sont plus... Je sais pas, parce que peut-être que les Y aussi sont contestataires. Mais moi, je peux te dire que X, comme moi, on était plus conformistes. Ouais. C'est-à-dire que nous autres, il y avait la figure d'autorité. On respectait celui qui était, mettons, plus ancien. C'est comme... On n'allait pas voir notre boss puis lui dire, après une semaine, il y a plein de choses dans ta compagnie que tu dois changer. Ça, les Y vont faire ça, par exemple. Là, tout le monde, ils vont faire ça, ils vont rentrer dans le milieu professionnel. J'ai entendu ça. Je dis ce que j'ai entendu à Canal Vie puis dans les médias, pis ça, de bouche à oreille. Ils vont rentrer puis on les engage la fin de semaine. Puis après, la deuxième fin de semaine, ils disent « Oh, je vais pas travailler la fin de semaine, je vais pas enlever ma casquette. » Mais c'est parce que, regarde, il faut que tu fasses ce que le boss te dit. Nous autres, on se soumettait à la figure d'autorité. Aujourd'hui, la figure d'autorité, génération C, puis génération Y avant. C'est eux qui ont l'autorité. Ben, genre, ils voient pas ça, ils vont pas respecter quelqu'un qui a plus d'autorité. Il y en a pas de figure d'autorité. C'est ça ce qui est difficile. Et c'est ça ce qu'on voit avec la génération C. Est-ce que c'est à nous de nous adapter à eux ou il faut faire des compromis de part et d'autre? Moi, je pense que il faudrait s'adapter. Il faut s'adapter à nos étudiants, pas nécessairement changer notre style éducatif. On est qui on est, mais il faut aussi les entendre, je trouve. Les entendre leurs commentaires, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas, peut-être, oui, on peut changer pour ne pas les mettre mal à l'aise. Parce qu'on voudrait pas mettre mal à l'aise nos étudiants puis nos adolescents, là. Ben non. Il faudrait qu'ils soient confortables. Mais il faut pas répondre à tous les désirs de nos adolescents puis de nos enfants, là. Germain Duclos l'avait dit dans la conférence que j'ai suivie avec lui. Il faut qu'on réponde à tous les besoins de nos enfants puis nos adolescents, besoins de sécurité, de protection, d'estime de soi, besoins physiologiques. Mais on peut pas répondre à tous leurs désirs. Les enfants rois, ça existait. Avant, on avait l'enfant téflon, puis ça. Les enfants rois, si on a répondu à tous leurs désirs, on a toujours dit oui. On peut pas répondre à tous les désirs de nos adolescents puis de nos enfants. Donc, il faut écouter, il faut avoir le style directif, marge de manœuvre, écoute, balise, règle, mais aussi faire des exceptions. C'est ça ce qui fonctionne le plus avec nos adolescents. Puis, il faut accepter que c'est une génération qui est différente des autres, qu'ils ont un point de vue différent. Mais il y a du positif dans ça. Il y a du positif dans ça. C'est quoi qui a... Innovation. Il change beaucoup de choses. Tout est en remaniement. C'est bon, c'est innovation, Ben oui. Technologie de l'information, le changement, c'est bon. Mais tu sais, les gens qui ont plus ou moins, qui n'aiment pas le changement, c'est plutôt difficile pour eux. Ouais. Mais qui voient un autre point de vue, qu'il y a des choses que, avant, nous autres, on prenait tout pour acquis, que c'était comme ça, puis on n'a pas besoin de changer. Mais on disait, peut-être, c'était remis en question. Puis c'est le fun, les générations Y puis C, parce qu'ils nous rapportent beaucoup, parce qu'ils voient ça de ce point de vue-là. Puis tout est plus facile, accessible sur Internet. Donc, ils nous enrichissent aussi, cette génération-là. Moi, je suis enrichi par eux. C'est sûr qu'on voit que par rapport à l'enseignement, c'est un petit peu différent. Les 5 dernières années, je dirais, sont plus... on voit que... Plus gadgets électroniques. Plus gadgets électroniques. Regarde, il faut leur dire de serrer leur cellulaire. Donc, nous autres, on n'avait pas de cellulaire, là, en fin de compte. Il faut leur enlever quand ils rentrent dans les cours, les classes. Quand ils utilisent le cellulaire en classe, je dis, range ton cellulaire. Ouais, c'est là. ça. Est-ce que tu textes? Range ton cellulaire. C'est ça. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Ouais. C'est bon. Moi, qui m'a bien gros surprise dans ton livre, c'est de constater qu'il y a seulement
15% des jeunes qui vivent une crise identitaire. Oui, la crise d'ado. C'est surprenant. Ouais. Hein? Pourtant, on entend que, me semble... C'est un mythe. C'est ça. C'est ça. C'est un mythe de dire que tous les adolescents vivent une crise d'adolescence. Donc, moi, j'ai suivi 2 conférences avec Yoann Aymon, qui était psychologue clinicien au centre de psychologie Gouin. Là, il est rendu dans une autre clinique. Je ne sais pas c'est quoi le nom, je me suis désolé. Mais lui, c'est un psychologue d'approche psychodynamique, psychologue clinicien, puis il était au centre de psychologie Gouin. Puis, ça existe encore, le centre de psychologie Gouin. Ils sont beaucoup de psychologues. Ils sont plus que 25 psychologues, je pense, 25 psychologues. Puis, il était là avec une autre psychologue, puis une autre fois, il était avec une autre psychologue. Puis lui, il avait dit, puis il y a aussi sa conférence, que j'ai vu le résumé de sa conférence de Yoann Aymon sur Internet par rapport à la crise d'ado. Puis il disait, puis je l'ai reconfirmé quand il était en conférence, j'ai posé la question, que c'est un mythe, la crise d'adolescence, la crise identitaire, parce que 85% de nos adolescents ne la vivent pas. C'est-à-dire quoi? 85%, ils vont pas tout dire à leurs parents, ils vont pas toujours écouter leurs parents, mais 15% la vivent. 15% qui la vivent, ils vont insulter leurs parents. Ils vont faire des feux. Ils vont prendre des drogues très, très, très dures. Une grossesse non voulue. C'est pas juste ne pas respecter le couvre-feu, là. C'est frapper ses parents. C'est prendre le poing puis de rentrer dans le mur parce qu'ils pensent qu'ils sont plus, forts que le mur, là. C'est donner une claque à sa mère, là. C'est ça, la crise d'ado, là. Ah, mais là, c'est intense, là. C'est intense, là. C'est pas juste... comme tu dis, le couvre-feu, là. Ben ça, c'est des histoires, des récits de vie. À 14 ans, elle a donné une claque à sa mère, elle a rentré le poing dans le mur, puis en fin de compte, elle a une fracture dans le bras, là, juste dans la main, là. C'est quelque chose, là. Fait que la crise d'identité, c'est quelque chose d'intense, là. C'est intense, c'est 15% ou des cutters. Les cutters, c'est les adolescents qui vont s'automutiler, se couper, okay. pour saigner, là. Oh, mon Dieu, OK. Oui. C'est quelque chose, là. Fait que eux, ils ont c'est quoi? Parce qu'ils ont besoin d'extérioriser leur peine. OK. Donc, ils s'automutilent. OK. Puis cette crise-là provient de... Pourquoi ils ont une crise si intense? C'est-tu parce qu'ils ont quelque chose pas à partager, mais à exprimer? Je pense que c'est quelque chose ils ont besoin d'exprimer. Peut-être qu'ils ont eu une enfance plus qui était difficile, puis ça fait comme un boom à l'adolescence. Les hormones travaillent, donc ils peuvent... Je pense que c'est leur personnalité aussi, leur tempérament, leur caractère aussi. C'est que ça vient, puis il y en a qui l'ont vécu, puis il y en a qui l'ont pas vécu. Donc, c'est le 15%, c'est la minorité qui la vivent. C'est une crise, c'est une période de développement, de déséquilibre intense. Période de déséquilibre intense. Une crise, c'est un déséquilibre intense selon Yoann Aymon. Celui qui a parlé des caractéristiques que je viens de dire pour la crise d'ado, etc. Moi, je l'ai refusé. Les caractéristiques que je vous ai données pour la crise d'ado, c'est moi aussi qui l'avais dit, là. Mais c'est ça. Donc, c'est quelque chose de savoir ça. Pensez à tout le monde dit, c'est sa crise d'ado. Mais c'est pas tout le monde qui la vive, là. Ou quand il y en a, c'est plus des petites choses, tu réponds à tes parents ou t'arrives plus tard que prévu, des affaires comme ça. Ils vont dire à ses parents, je t'ai eu. Mais c'est pas une crise d'ado s'il va pas dire, s'il menace pas le parent, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ils vont pas respecter le couvre-feu. Ils veulent s'habiller comme ils veulent, avoir les cheveux bleus ou verts. La musique heavy metal. Mais c'est normal, là. Va vouloir ranger sa chambre. Mais crise d'ado, c'est vraiment une fugue, là. Tu ne peux pas sortir de chez toi pendant 1 mois en tant qu'ado parce que tu as eu un mauvais comportement. Mais là, t'as pris par la fenêtre puis tu t'es enfui, là. Ouais, c'est ça. Ou là, t'es parti à 2 jours à Toronto, là. On l'espère à aucun parent. Donc, on espère ça, là. C'est certain. Ou t'as pris la voiture, t'as fumé de la drogue, ou t'as pris de l'alcool, puis tu buvais avec de l'alcool, puis t'as eu un accident, là. C'est la crise d'ado, là. Tu comprends? Ouf. Ouais, mais c'est peut être intense, là, aussi, là. Tu comprends? J'ai été chanceuse. Avec tes enfants? Oui, avec ma fille. Mais génial. Elle rentre pas dans le 85%, ça, c'est sûr. Écoute, un autre aspect qui est bien important avec les jeunes, on sait qu'il faut favoriser l'estime de soi. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Tu sais, on dit que c'est la base pour développer leur identité. Ouais. Mais les modèles qu'on leur propose, que la société leur propose, c'est
moi, je trouve que c'est loin de les aider. Tu sais, tout ce qui se passe dans les médias, les personnalités publiques, ils n'ont plus du tout de repères. Comment qu'on peut les aider, ces jeunes-là, à favoriser ça, leur estime? J'aimerais ça répondre à ça pour en dire que j'ai suivi la conférence en soirée avec Francine Duquette qui parle de l'hypersexualisation. C'est une conférence sur l'hypersexualisation. C'était à Pointe-aux-Trembles, là, je pense. Puis elle est sexologue et les professeurs, chercheurs à l'UQAM, au département de sexologie. Puis elle disait que les sexologues, puis les autres auteurs, puis les chercheurs parlent de la perte d'identification, la perte de repères identificatoires. La perte de repères identificatoires, j'en parle dans mon livre, ça veut dire que à qui les adolescents puis les adolescentes vont s'identifier? Comme tu dis, est-ce que c'est les personnalités publiques? Mais ils font des erreurs comme tout le monde. Est-ce que c'est à des mannequins? Qu'est-ce qu'on apprend à nos adolescents, garçons, qui font être pourvoyeurs, qui font être travailleurs, qu'il faut pas montrer ses émotions à un garçon qui pleure? C'est une momoune, en fin de compte, tu me permets l'expression. Une fille qui se choque, c'est une hystérique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça ce qu'on apprend. Il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle soit une mère, il faut qu'elle soit maternante. Mais c'est ça, il faut qu'elle soit belle pour plaire, pour être sexy, puis ça vient de façon aussi. C'est ça. Donc les adolescents vont s'identifier à quoi? Parfois, ils savent pas. Le gars, c'est pas, ça veut dire quoi être un vrai homme ou un homme vrai? C'est kaki, virilité, masculinité, performance, compétition, c'est valorisé pour nos garçons, ados. On trouve ça dans le sport. Mais si on est différent des autres, si on a une caractéristique physique ou psychologique qui est différente, ben là, on est à part, puis la comparaison sociale. C'est difficile d'être ado aussi. Oui, c'est difficile. C'est quoi, là? Puis les parents, ils ont leur style éducatif, ils ont leurs valeurs. Parfois, il y a des parents qui vivent à travers leurs enfants aussi. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui. Y a-t-il d'autres choses que tu voulais savoir? Dans le fond, comment qu'on peut les aider à avoir de l'estime? C'est ça. L'estime de soi, c'est ça. Excuse-moi, c'est vrai, tu avais posé la question sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est que premièrement, il faut valoriser les succès puis dédramatiser les échecs. Ça veut dire que l'adolescent va vivre à un moment donné un échec scolaire. C'est normal, on peut pas... Parfois, à un moment donné, tu vas couler un examen. Ça peut arriver que tu n'as jamais coulé, mais tu vas couler peut-être un examen. Tu vas vivre une rupture amoureuse. Parfois, tu vois ça comme un échec amoureux. Au début, on voit ça comme ça, puis ensuite on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné, puis c'était pas la bonne personne pour moi. Ben là, c'est ça, il faut complimenter nos adolescents, il faut les récompenser. Ils font dire bravo, etc. Il faut leur donner des privilèges, pas juste punir les mauvais comportements. Pourquoi on punit toujours les mauvais comportements? Puis on va pas, il faut punir il faut changer les mauvais comportements. Il y en a qui vont utiliser la punition. Mais, il faut aussi valoriser les succès, il faut récompenser les bonnes, il faut que l'adolescent, il y a la comparaison sociale, mais l'estime de soi, ça se développe. Comment? Mais en disant, j'ai de la valeur, j'ai des compétences, donc il faudrait qu'il se sente compétent. Puis quand on a une bonne estime de soi, on est capable de faire de l'affirmation de soi. Puis, ça rapporte aussi avec le concept de soi, en tout cas, puis le concept de soi est inclus dans l'identité. C'est tout ça dans mon livre. Oui, c'est une bonne information. Oui, c'est ça. Hey, le temps file tellement vite. Ouais. Écoute, une dernière question. Oui. Que j'ai lu dans ton livre, que j'ai beaucoup aimé. Tu dis qu'on peut donner deux choses à notre enfant, des racines et des ailes. Oui, c'est un proverbe. Tu nous parles de ça. Comment tu le vois, toi? Premièrement, des racines, ça veut dire les bases, les fondements. Il faudrait que ça soit un fondement, un milieu stimulant, sécurisant. Un milieu où il y a une sécurité, une sûreté, synonyme, physique et psychologique, où l'enfant se sent écouté, où l'enfant se sent bien, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de négligence, où on répond à ses besoins, où il se sent écouté, où on valorise le succès, l'éducation aussi, c'est important. Donc, voilà, c'est les racines. On leur transmet les valeurs, on est là pour lui, on écoute, etc. Il est dans un environnement, il se sent bien. S'il y a quelque chose qui va pas bien, il y a comme l'ouverture il pourrait en parler à ses parents. Ça va-tu? Qu'il n'y a pas de violence physique, verbale, psychologique, c'est ça en sécurité. Ça, c'est la base. On est valeurs, l'éducation. On investit dans nos enfants. Si on leur paye les études, etc., on leur envoie dans des écoles, on est là pour eux autres, on va rencontrer leurs profs, et ainsi de suite. Ça, c'est la base. Tu sais, la culture aussi, c'est important.
La religion aussi, tu sais, il y en a qui c'est ça. Puis ensuite, ça c'est les racines. Les ailes, c'est quoi? Il faut les laisser partir quand ils deviennent grands. Oui, hein. Puis ça, c'est difficile. Parce qu'ils vont voler de leurs propres ailes de façon métaphorique, là. C'est ce qu'on dit, là. C'est-à-dire, il faut les laisser partir quand ils deviennent grands. Ça veut dire voler de ses propres ailes. Capable d'expérimenter, d'être autonome. D'être autonome, c'est quand ils vont partir de chez leurs parents. Puis habituellement, ils partent à l'âge de 20 ans, 19, 21 ans. On est ado jusqu'à 21. Il y en a qui vont dire qu'on est ado 15 à 25 ans, là. 25 ans. On dit de nos jours, c'est 15-25. Donc, ils vont partir quand ils sont ados, 21, 22, 23, 24, là. Ils vont dans leur part de l'adolescence, c'est 18 à 35 ans. Puis, c'est ça, tu pars habituellement dans la vingtaine. Quand tu es dans la vingtaine, tu pars. Puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils soient autonomes, affectifs, de façon affective et financière. Puis qu'on est là pour eux, on les laisse partir parce qu'ils veulent partir du milieu familial. Il faut pas couver, puis il faut les laisser partir puis accepter qu'ils partent. Puis ils doivent savoir qu'ils ont des racines aussi. Que si quelque chose ne va pas bien, ils pourraient toujours revenir aussi. C'est ça. Plus les racines sont fortes, plus ils peuvent s'envoler après. C'est là, comme s'aimer les graines, puis la fleur, elle fleurit. Quel beau mot de la fin, Alex. Ouais, ça me fait plaisir. Oui, vraiment, c'est super intéressant. Je rappelle aux auditeurs que tu as écrit le livre « La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. » Merci énormément. On va te revoir à l'émission parce que tu vas faire des chroniques sur des thèmes particuliers, dont la psychologie positive, la santé amoureuse, la violence au sein des relations interpersonnelles. Donc, on va parler de ça dans les prochaines émissions. Donc, merci d'être là aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça a été ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Ben, merci. À bientôt. Merci.